On a le droit de faire des erreurs, mais on a aussi le droit de les corriger, disait Pierre Corneille. Madame, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce mardi 25 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque africain. Décrypter, analyser l'information traitée et relayée par nos confrères de la presse écrite africaine, c'est notre devoir. Ce soir encore, nous sommes dans le même exercice. Pour m'accompagner, Raoul Pépin, Bena Bena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn-Goss, bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis où nous décryptons les unes poignantes de la journée de ce jour. Vous le connaissez déjà et vous le savez, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs à un langage ordurier, cartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici tout de suite. Nous passons à la première une. Cette fois-ci, c'est avec Ekila Africa qui nous parlait de l'Ouganda. Un naufrage fait au moins 98 morts, dont des enfants selon les sources du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, reprise par Ekila Africa. Le bateau qui avait à son bord au moins 100 personnes était composé en majorité des réfugiés du Congo-Kinshasa qui retournaient au Bercail lorsqu'ils ont été surpris par la mort. Information que vous deviez lire en tout cas au cours de cette journée dans les colonnes d'Ekila Africa. D'après certaines sources, le bateau concernait au moins 250 personnes et ce bateau qui était à majorité constitué des réfugiés de la République démocratique du Congo qui rentraient volontairement dans leur pays a malheureusement eu un véritable naufrage sur le lac Albert, c'est-à-dire entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. On en dénombre aujourd'hui 98 morts et donc 15 enfants et les décombres continuent parce que voyez-vous, le chiffre peut aller plus lourd que ça. Lorsque vous voyez la gravité de ce naufrage, vous avez comme impression qu'il y avait énormément du monde parce qu'on parle au moins de 250 personnes qui occupaient ce bateau. Alors voilà donc des gens qui ont choisi de trouver de la paix dans leur pays, qui se retrouvent malheureusement en train d'être rattrapés par la mort dans les eaux, alors que là où ils étaient, ils ne souffraient pas grand-chose. Et pourtant, on parle bien sûr de ces personnes composant majorité des Congolais qui rentraient carrément chez eux. Ils quittaient carrément l'Ouganda pour se retrouver chez eux. Et comme le disait en tout cas Ekila Africa dans sa parution de cette journée, 98 personnes au moins ont péri dans le naufrage samedi d'un bateau ramenant des réfugiés congolais d'Ouganda en République démocratique du Congo. Information qu'on devait lire en tout cas dans les colonnes du quotidien Ekila Africa. On va quand même compléter que les 41 personnes qui ont été sauvées sont pour le moment prises en charge par le HCR, l'État ougandais et bien sûr certains partenaires. On espère tout simplement que les autres personnes iront bien sûr mieux dans les jours à venir. Nous allons faire un tour du côté du pays des hommes intègres. Là, nous sommes au Burkina Faso avec le quotidien Le Pays. Est-ce la fin du monde si Blaise Compaoré se présente en 2015? Propos de Mélégué Traoré en débat à l'Assemblée nationale. Le quotidien Le Pays qui en a fait l'écho constate que les idées se dégonflent autour de la candidature du président du Faso en 2015. Effectivement, les idées se dégonflent parce qu'il y a déjà comme un certain apaisement dont les populations commencent à se lasser et se disent finalement, on attend voir ce qui va se passer. Le débat qui est lancé à l'Assemblée nationale aujourd'hui vise tout simplement à corrompre un certain nombre de députés, leur dit, écoutez, je crois que même si Blaise revient, ce n'est pas la fin du monde. On peut gérer un pays avec Blaise, il n'y a pas de problème à ça. Sinon, on va tomber à l'hécatombe. Alors, vous voyez donc que c'est une situation telle qu'on l'a décrit il y a cela quelques temps ici. C'est que M. Compaoré connaît très bien son pays. Il sait exactement à quel moment il faut agir. Il a laissé le débat, d'abord en public, maintenant au sein de l'Assemblée nationale, pour écouter quelles sont les différentes tendances lui permettant soit de revoir la Constitution, l'article 37 qui lui permettra de revenir pour un autre mandat ou de ne pas revenir en tant que président de la République et la mise à pied du Sénat qui semble déjà être oubliée parce que, rappelez-vous, à un moment donné, il a voulu mettre ce Sénat. Le peuple est sorti, il est rentré en arrière et il a même d'ailleurs dit que les décrets, les lois ne se signaient pas dans la rue. Alors, il est revenu quand même pour écouter ce peuple. Il a laissé tout le temps qu'il faut et en ce moment, il continue toujours à écouter. Sa stratégie visait donc à quoi? Laisser le débat, d'abord au grand public et puis l'Assemblée nationale. Il va écouter, il va peser le bon choix. En tout cas, aujourd'hui, on a l'impression, Raoul Pépin Bena Bena, quand on parle du Parlement burkinabé, qui est en majorité quand même du côté du président du Faso, on a l'impression plutôt que vaille, on aurait l'occasion, bien on voit en tout cas venir le changement de l'article 37. En réalité, c'est ce qu'on voit. Mais vous savez, on a toujours dit l'avenir réserve beaucoup de surprises. Le Burkina Faso peut être en proie à des actions de plusieurs pressions, de manière à ce que le président Blaise Compaoré se sente obligé de démissionner ou bien de partir. Voyez-vous, tant que la France n'a encore rien dit, tant que ses partenaires qui le soutiennent encore là n'ont encore rien dit, il a encore l'espoir qu'il peut revenir. Donc,
Ce n'est pas le fait de la rue qui grogne chaque fois. L'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. Non, mais ce n'est pas le fait que la rue grogne chaque fois au Burkina Faso qui fait peur à M. Compaoré. Il est habitué à cette rue, ça ne lui dit plus rien. Ce qui est intéressant et ce qui peut faire peur au président du Faso, ce sont que ses partenaires extérieurs. Mais nous savons également que M. Mélégué Traoré, qui aujourd'hui a débarqué comme ça du côté du Parlement burkinabé pour sortir cette phrase, il est quand même du côté du président du Faso. Il est d'ailleurs de son parti. C'est très clair. Ce sont ses partisans qui jettent les pavés pour regarder si cela va pêcher un poisson ou bien la maison va pouvoir pêcher un poisson. C'est ça le problème. C'est une stratégie politique. Et ça, c'est connu des hommes politiques et qui n'entendent pas aussi céder aux caprices de M. Compaoré. Dans tous les cas, le Burkina Faso n'a encore rien dit. On attend voir les épisodes qui suivent, ça sera très intéressant. En tout cas, rappelons à nos téléspectateurs que jusqu'à preuve du contraire, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, n'a pas encore dit un mot sur sa candidature ou non à l'élection présidentielle de 2015. Nous allons forcément y revenir dans les prochaines éditions du quotidien de kiosques africains et surtout des quotidiens et journaux africains qui en parleront bien sûr. Et c'est ce que nous rapportait le pays, une grande interrogation. Est-ce la fin du monde si Blaise Compaoré se présente en 2015? Grande information et surtout une interrogation de Mélégué Traoré qui a relayé comme ça le quotidien burkinabé, le pays, dans sa parution de ce mardi. Al-Haram, nous sommes là du côté de l'Égypte. 529 promotions ont été condamnées à mort au terme d'un procès qui n'a que fait 2 jours. Al-Haram nous disait qu'il s'agit pour la plupart des membres de la confrérie des frères musulmans, des journalistes d'une chaîne réputée pour son soutien aux frères musulmans. Une décision qui inquiète aujourd'hui la communauté internationale. D'ailleurs, Barack Obama a dit de ce fait qu'il était très inquiet du fait que la démocratie égyptienne tarde encore d'aller de l'avant. Et il a dit qu'il était vraiment inquiet et il ne sait pas exactement ce que veut le peuple égyptien. 35 ans de relations avec les États-Unis, c'est la première année que les Américains sont en train de revenir pour critiquer un peu la politique égyptienne depuis qu'elle est mise en branle par une armée qui passe pratiquement à l'insurrection. Alors vous voyez, donc les 529 personnes qui sont aujourd'hui condamnées par la justice égyptienne au terme de 2 jours de procès ne sont que pour la majorité des frères musulmans. Et vous constatez que les frères musulmans livrent une bataille tout à fait âpre au gouvernement égyptien actuel qui n'est pas légitime, il faut le dire, parce que le seul chef d'État jusqu'ici qui a été élu démocratiquement dans ce pays, c'est tout simplement Mohamed Morsi. Alors vous comprenez, donc ça crée donc une situation telle que la communauté internationale, sachant très bien également le poids que l'Égypte joue, peine à se prononcer sur cette affaire. Regardez par exemple Obama qui dit il est inquiet, il est surpris de la lenteur du système égyptien à mettre sur pied un régime purement démocratique qui sera géré par la société civile. La France ne dit pratiquement rien. La Grande-Bretagne ne sait vraiment rien prononcer là-dessus. Donc vous voyez que c'est pratiquement une insurrection qui est menée contre les frères musulmans et aux yeux du monde entier. On n'a que des yeux pour pleurer. En tout cas, selon les informations que nous avons reçues depuis hier, quelques 700 autres personnes du président islamiste Mohamed Morsi, destituées par l'armée, doivent comparaître déjà ce mardi devant le tribunal égyptien qui en a déjà condamné 529 à mort hier précisément, de manière si expéditive que des peines seront probablement annulées selon les informations que nous avons reçues. Le verdict de lundi au tribunal de Minya dans le sud du pays a provoqué un tollé dans la communauté internationale préoccupée depuis que l'armée a renversé le 3 juillet 2013 le seul président à jamais élu démocratiquement du côté de l'Égypte, Mohamed Morsi. C'est donc aujourd'hui une inquiétude pour toute la communauté internationale pour ce qui se déroule actuellement sur la terre égyptienne. Alors on va quand même préciser que des 529 personnes qui sont condamnées, il n'y a que 123 qui sont détenues. Les autres sont soit libérés par caution et sont aujourd'hui en fuite. Donc les Égyptiens doivent savoir comment aller récupérer le reste. En tout cas, c'était une information à lire dans les colonnes du journal Al-Haram. 529 promotions ont été condamnées à mort au terme d'un procès qui n'a que fait 2 jours. Al-Haram, qui relayait cette information, nous faisait savoir qu'il s'agit pour la plupart des membres de la confrérie des frères musulmans, des journalistes d'une chaîne de télévision réputée pour son soutien aux frères musulmans, et une décision qui inquiète aujourd'hui la communauté internationale. Une information qui était à lire dans les colonnes du journal égyptien Al-Haram. Direction le Sénégal avec Sud Quotidien. Le virus Ebola fait 60 morts en Guinée. Le Sénégal en alerte, nous disait Sud Quotidien ce matin, qui évoque un dispositif de surveillance en vigueur sur l'ensemble du territoire sénégalais. Malheureusement, certaines informations font état de ce que 9 cas ont déjà été démantelés au Sénégal et parmi les 9 cas, il y a 5 morts.
Donc, ça devient un problème très sérieux pour un virus qu'on a vu venir depuis fort longtemps. Rappelez-vous que l'Ebola avait quand même fait son apparition à un moment donné et avait tué énormément. On s'était dit qu'il était parti, mais il ressurgit avec beaucoup de force, surtout en Guinée, au sud de la Guinée, qui partage d'abord pratiquement les mêmes frontières avec le Sénégal. Vous comprenez pourquoi le Sénégal est également immédiatement... Ebola qui est également arrivé dans la capitale guinéenne Conakry depuis quelques jours aujourd'hui. Voilà, en réalité, donc, c'est un virus qui, vous le savez bien, n'a pas encore son remède. Lorsqu'il évolue, c'est pour détruire. Alors, le gouvernement sénégalais a donc trouvé des moyens palliatifs pour permettre de sécuriser tout au moins ses frontières avec la Guinée et en plus l'ensemble du territoire. Il se pourrait qu'il y ait des moteurs, des techniques modernisées qui permettent quand même d'enrayer le phénomène lorsqu'il est en vue. Malheureusement, la Guinée-Conakry a été supplie et aujourd'hui, il n'y a que des yeux pour pleurer. On parle déjà de 59 cas oui, 60 décès, personnes qui sont mortes qui déjà. sont pratiquement décédées et on en aura d'autres cas parce que le virus ne fait que se propager. En tout cas, il n'y a pas seulement la Guinée-Conakry et le Sénégal qui sont touchés par le virus Ebola. On parle également de la Guinée-Conakry et surtout du Canada. Après la Guinée frappée par des cas de fièvre hémorragique, dont celle provoquée par le virus Ebola ces dernières semaines qui ont fait une soixantaine de morts depuis janvier. 6 cas suspects d'Ebola ont été détectés lundi au Libéria voisin, donc 5 mortels. Et un autre cas a été détecté du côté du Canada. Exactement. Donc c'est un problème très sérieux qui finalement met à mal toute la communauté africaine parce que les Africains en souffrent énormément et même toute la communauté internationale qui se voit désormais mobilisée autour de ce virus qu'on appelle l'Ebola. En tout cas, on a vu il y a quelques mois aujourd'hui du côté de la RD Congo, on avait vu pas mal de cas de ce virus Ebola. On a connu également ce virus un peu partout en Afrique, dont le Burundi et le Rwanda. Aujourd'hui, c'est tout simplement la Guinée-Conakry qui en souffre et quelques cas ont été découverts du côté du Libéria et surtout du Sénégal. Et sans oublier également qu'un cas a été perçu du côté du Canada. Information qu'on devait lire dans les colonnes du quotidien sénégalais Sud Quotidien. Nous allons faire un tour du côté du Bénin, cette fois-ci avec la Nouvelle Tribune. 60 000 réfugiés soudanais menacés d'expulsion du Soudan du Sud. C'est ce que nous disait la Nouvelle Tribune qui parlait d'une alerte donnée par un haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est dit inquiet pour la sécurité des personnes déplacées qui sont sous la menace des résidents. Alors, les résidents disent qu'ils n'ont plus moyen de faire nourrir leur bétail. Alors, ces réfugiés, il faut dire qu'il y en a 125 000 au total. Donc, il n'y a que 60 000 qui semblent être menacés parce que occupant des zones pratiquement réputées être des zones pour les bétails. Parce que les résidents estiment qu'ils n'ont plus moyen de nourrir leur bétail. Il faut donc que ces réfugiés partent et ils n'ont que donné 2 mois. Faute de quoi, si les 2 mois y arrivent et que les réfugiés ne sont pas encore partis, ils seront obligés de procéder par la force pour les faire partir. Alors le Haut Commissariat aux réfugiés s'inquiète donc de cette situation parce que c'est une menace sérieuse. Et non seulement ça, cette situation des réfugiés qui se retrouvent maintenant au Sud-Soudan, parce qu'il faut dire que le Sud-Soudan est dans un cas de conflit. Un cas de guerre pratiquement où on ne parvient pas à s'entendre là-bas, rébellion et pouvoir sont encore à couteau tiré. Cela peut donc avoir des infiltrations sur le cas des terroristes. Ça constitue également une menace parce que d'après les autorités sud-soudanaises, les terroristes peuvent infiltrer les rangs des réfugiés et créer des actions graves. Donc, comme ces réfugiés ne sont plus contrôlables, il est mieux maintenant de libérer le plancher. D'où cette inquiétude de HCR qui estime que s'il y a un effet, on aura certainement une véritable catastrophe. Aujourd'hui, on parle quand même du Soudan du Sud qui est un nouvel État. On parle du dernier État qui est né en tout cas sur le continent. 54e État africain. 54e État africain. Aujourd'hui, on parle des Soudanais. Donc cela dit qu'on parle tout simplement du pays de Mohamed El-Béchir. El-Béchir, c'est-à-dire que ces réfugiés qui viennent du Soudan, parce que voyez-vous, le Soudan également a commis une guerre atroce et le Soudan n'est même pas encore de toute paix aujourd'hui. Mais ces réfugiés partis donc de Khartoum pour se retrouver au Sud-Soudan, où il y a également pratiquement les mêmes exactions, sont soit obligés de rentrer à Khartoum, retrouver également les mêmes menaces, ou d'aller hors du Sud-Soudan et se retrouver dans d'autres pays voisins. Donc ça pose un problème. Les réfugiés qui n'ont plus où habiter sont constamment à la menace terroriste aussi. Parce que ce qui révolte un peu ces résidents, c'est justement parce que leur bétail en souffre. Et c'est pas tout. C'est parce que le Sud-Soudan veut être contrôlé également. Et quand on connaît qu'il y a cette menace terroriste qui guette également ce pays, on a peur.
que cela infiltre les rangs des réfugiés et commette des actions graves. En tout cas, on le sait déjà, entre le Soudan du Sud et surtout le Soudan, c'est toujours un gros problème de relation entre Salva Kiir et le président soudanais Mohamed El-Béchir. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre, en tout cas de ce côté-là. Rappelez-vous que c'est deux anciens collaborateurs quand même. Hein. C'est le président et son ancien vice. Son ancien vice-président. Ouais. L'un est déjà président du Soudan du Sud et l'autre reste toujours dans le Grand Soudan. On parle bien sûr de M. Béchir. Nous allons continuer avec cette fois-ci Iwaku. Déjà, il faut déjà préciser par ailleurs que, en parlant de l'Ouganda, que Washington va envoyer cette semaine en Ouganda des renforts en hommes et en transport pour participer à la traque du chef de l'armée de résistance du Seigneur en abrégé, la LRA, Joseph Kony, recherché par la Cour pénale internationale et surtout les États-Unis d'Amérique. Washington a d'ailleurs précisé qu'il offrait 5 millions de dollars à qui lui rapporterait la tête de cet homme. Effectivement, il est recherché depuis 2005. Il est recherché depuis 2005. Et justement, Washington, on le sait également que ce soir, Barack Hussein Obama sera du côté de Bruxelles et il a demandé qu'il offrait 5 millions de dollars à qui à Bruxelles, on a déjà peur de l'uranium parce qu'on estime que le président américain vient transporter l'uranium de Bruxelles. De Bruxelles, exactement. On rappelle également que c'est 5 millions de dollars pour la capture de Joseph Kony, qui est bien sûr le chef de l'armée de la LRA, qui est l'armée de la résistance du Seigneur. Iwaku, les voix du Burundi, référendum, c'était la grande interrogation de nos confrères. Impossible, Iwaku spéculait ce mardi sur la possibilité d'organiser un référendum pour reviser la constitution burundaise. Le journal nous faisait remarquer que les acteurs politiques et sociaux réagissent à la proposition du parti au pouvoir d'organiser un référendum sur le projet de loi sur la constitution revisée dans les tout prochains jours. On va tout simplement remarquer que Pierre Nkurunziza est pratiquement à son dernier mandat parce que la constitution burundaise lui autorise 2 mandats et non 3. Oui, alors, il joue pratiquement la carte de M. Blaise Compaoré. Il faut jeter les pavés en public pour permettre d'observer ce que l'opinion pense, soit d'une constitution, soit d'un référendum, soit d'une révision de la constitution. Tout à fait. Soit d'une modification de l'article 7 de la constitution burundaise qui estime que le chef de l'État ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Donc ça pose un problème sérieux en Afrique où les chefs d'État, une fois arrivés au terme de leur mandat, veulent revenir parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ils veulent absolument revenir et ils veulent utiliser des méthodes pas très catholiques, venant soit parfois à user de leur majorité, leur extrême majorité à l'Assemblée nationale pour lever le verrou ou tout simplement appeler un peuple à témoin. Ce même Pierre Nkurunziza a quand même été débouté la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Pourquoi insister? Il a toujours été débouté depuis qu'il est là. On estime qu'il n'y a pas une liberté. Parce que même ses propres partisans sont contre la révision de la Constitution et surtout contre son retour. Vous allez remarquer qu'au sein de la classe politique burundaise, il n'y a pratiquement plus les partis de l'opposition au sein du gouvernement. Tout ce qui était là ont claqué la porte parce que justement, il n'y a pas cette symbiose, il n'y a pas cette vie démocratique que donne le président Nkurunziza. Pierre Nkurunziza ne donne pas une ouverture politique tout à fait démocratique au Burundi. Ça fait donc que les Burundais se retrouvent dans un système d'ancien Rwanda. Je voudrais bien dire l'ancien Rwanda, vous savez de quoi je parle. Alors ça devient un problème très sérieux au Burundi. Voilà pourquoi les jeunes sont obligés aujourd'hui de prendre leur liberté, de l'arracher, même si les peines de prison les en suivent. Vous avez raison, parlant de l'ouverture, en tout cas, du côté du Burundi, on l'a encore remarqué ici la semaine dernière lorsque le président burundais Pierre Nkurunziza a été débouté par l'Assemblée nationale. Justement, c'était un problème bien précis entre Tutsi et Hutu sur le partage du pouvoir, mais surtout sur le partage même du gouvernement et sur le partage des biens du côté du Burundi. Une information qui nous venait déjà la semaine dernière avec le quotidien Iwaku, les voix du Burundi. Journal de Bangui, nous sommes là en RCA, en République centrafricaine et surtout en Afrique centrale. RCA, 1 an après le coup d'État du 24 mars 2013, les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise demeurent insuffisants, nous apprenait Journal de Bangui dans sa parution de ce mardi qui dressait un bilan. Selon nos confrères, il existe une nécessité urgente de mettre fin à l'impunité. C'est vrai qu'il y a lieu quand même de dresser un bilan 1 an après le putsch d'un certain Michel Djoto-Dia qui aujourd'hui s'avère être un très grand entrepreneur parce qu'il est au Bénin en train de suivre ses chantiers en paix. Michel Djoto-Dia fout dans le bordel en République centrafricaine, c'était le 24 mars. Quand on parle d'une personne qui devait normalement être poursuivie par la Cour pénale internationale, en réalité, on n'a juste là pas encore de mandat. C'est ce qui est d'ailleurs très surprenant. Lorsqu'on sait que voilà un Djoto-Dia qui arrive dans un pays dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, lui-même ne sachant pas ce que c'est être président de la République, il se met
pratiquement dans une mouvance dont il s'en va découvrir qu'il est défaillant. Alors c'est surprenant donc de voir ce monsieur prendre de l'exil au Bénin, d'où vient d'ailleurs sa femme, une certaine, je crois, une certaine Chantal Dioto Dia, qui avait même déjà créé une association similaire à celle de la première dame du Cameroun, parce qu'elles se sont dit, dès qu'on est première dame, il faut déjà activer les verrous pour permettre à l'homme de résister au pouvoir. Malheureusement, ça l'a vraiment lâché. Michel Dioto Dia, qui prend donc le pouvoir le 24 mars 2013, un an après, on se rend compte qu'en Centrafrique, c'est encore de la misère. L'extrême misère, malgré le fait qu'en janvier dernier, Mme Catherine Samba Panza, prétensément, a juré devant Dieu et devant les hommes que la Centrafrique allait bien se porter. Malheureusement, quelques mois après, c'est encore les pleurs, c'est encore les grincements de dents, c'est encore des exactions diverses commises à Bangui et dans ses environs. C'est dit que les Centrafricains doivent avoir en mémoire ce 24 mars 2013 qui est venu bouillonner tout un peuple. En tout cas, on se rappelle bien de ce 24 mars 2013 où M. Michel Dioto Dia a pris le pouvoir par les armes à M. François Bozizé. Aujourd'hui, on parle de violence sans fin, d'aide financière et troupes européennes qui tardent toujours à arriver sur le sol centrafricain. Un an après la prise du pouvoir par la coalition rebelle Séléka qui a plongé la Centrafrique dans un chaos sanglant. Le pays reste aujourd'hui dans l'impasse. Hier, lundi, un important dispositif sécuritaire a été mis en place à Bangui. Date anniversaire du renversement du président François Bozizé par la rébellion de Michel Dioto Dia. Et après de nouvelles violences ayant fait au moins 4 morts ce week-end. Voilà un peu on va également rappeler que les forces de la MISCA ont été attaquées par les Centrafricains voyous. Et il y a dans leur rang, il y a quelques blessés. On évoque 4 blessés qui sont plus ou moins graves. Vous voyez à quel moment la crise est en train de s'enliser. Déjà, un an après, on vous le rappelle, jour pour jour, où M. Michel Dioto Dia a pris le pouvoir par les armes du côté de la RCA. La RCA aujourd'hui qui est carrément plongée dans le chaos. Information que vous deviez lire en tout cas dans les colonnes du quotidien centrafricain, journal de Bangui qui nous parlait un an après le coup d'État, le 24 mars 2013. Les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise demeurent insuffisants. Journal du Tchad, non loin de la Centrafrique, parlait de Hissène Habré. Les associations des victimes sont en colère. Selon le journal du Tchad, elles appellent à une justice réelle en s'indignant du fait que les 4 principaux bourreaux sont aujourd'hui libérés. En réalité, les 4 bourreaux qui ont géré le pouvoir avec M. Hissène Habré, étant des responsables soit de la police ou de l'armée, ont été libérés par la justice tchadienne. Cela a donc suscité le gourou de certaines associations qui sont constituées pour aller défendre leurs droits, soi-disant être victimes des années de Brest de M. Hissène Habré au Tchad. Mais ce qui est surprenant et ce qui est d'ailleurs très intéressant à suivre, c'est cet entêtement du gouvernement tchadien à juger absolument Hissène Habré quand on sait que M. Hissène Habré et Idriss Déby Itno ont fait chemin à une période bien déterminée où ils ont commis des exactions pratiquement les mêmes. On se demande bien quel est ce procès qui peut concerner M. Hissène Habré et laisser M. Idriss Déby Itno. C'est un peu surprenant. La deuxième chose qui nous surprend un peu, c'est que c'est un procès qui sera d'ailleurs diffusé. Vous rappelez-vous que les Tchadiens veulent que le procès doit être diffusé. Rediffusé en tout cas sur toutes les chaînes de diffusé télévision. et que les Tchadiens soient derrière leur petit écran en train de suivre comment M. Hissène Habré est en train d'être jugé et condamné. Troisième chose qui semble être très surprenante, c'est que M. Idriss Déby et sa famille se sont constitués en partie civile pour ce procès d'Hissène Habré. C'est quand même trop. On se demande bien, Hissène Habré, est-ce que c'est la priorité au Tchad actuel alors que les Tchadiens ont des sérieux problèmes? Les Tchadiens n'ont pas d'argent. Et ici, je voudrais vous rappeler une chose. Le procès de M. Hissène Habré demande énormément d'argent. Je dis bien énormément d'argent. L'argent qui va sortir bien sûr dans les Le gouvernement tchadien a d'ailleurs dû interpeller certains partenaires pour financer également ce projet d'Hissène Habré. C'est quand même trop. On se demande si Hissène Habré était la priorité au Tchad. En tout cas, jusqu'à preuve le contraire, nous savons que Hissène Habré n'est pas vraiment la priorité du côté du Tchad, même si pour certaines victimes qui sont aujourd'hui en colère, elles appellent à une justice réelle et s'indignent du fait que les 4 principaux bourreaux sont aujourd'hui libérés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on déclare que les 4 bourreaux ont été libérés? Autant de questions qui suscitent également d'autres interrogations. Pourquoi sont-ils libérés en ce moment quand on sait que le procès de M. Hissène Habré est pratiquement en branle parce qu'ils sont en train d'aller vers les finalisations? Alors pourquoi ceux qui sont susceptibles d'être aujourd'hui des partenaires réels de M. Hissène Habré qui peuvent apporter des informations réelles sont libérés? Ne voit-on pas là derrière une possibilité maintenant de conviction, une possibilité, n'est-ce pas, de copinage avec le pouvoir en place?
pour permettre à ceux-là d'aller clouer le moment venu, M. Hissène Habré? Autant de questions. Qu'en est-il aujourd'hui du financement du Sénégal par rapport à ce procès? Le Sénégal a émis certaines réserves et qui sont en train d'être mises en branle. Rappelez-vous, le Sénégal a dit que c'est un procès qui demandait beaucoup d'argent et qu'il fallait que cela soit financé par l'État du Tchad. L'État du Tchad a également cherché ses partenaires. D'où ces financements, parce qu'en réalité, le procès va être fait parce que les financements sont presque disponibles. L'État du Tchad a mobilisé énormément de l'argent pour cette affaire, y compris ses partenaires qui tiennent absolument à juger M. Hissène Habré. Donc l'État du Sénégal n'attend que le moment venu pour mettre l'opération en On se rappelle quand même de ce que le régime de Maître Abdoulaye Wade avait décidé d'un commun accord de ne pas en tout cas juger M. Hissène Habré et de ne pas surtout le livrer à la Cour pénale internationale, ni le livrer en tout cas à aucune justice pour pouvoir essayer d'arranger en tout cas le problème entre les Tchadiens et surtout entre le président Hissène Habré. Vous savez que le Sénégal avait toujours été... son mea culpa. Le Sénégal a toujours été comme une terre d'accueil. Une terre qui accueillait ces gens qui sont recherchés de partout. Vous savez, le président camerounais, le président camerounais, Amadou Ahidjo, d'ailleurs, il a été enterré déjà dans le cimetière de Yoff au Sénégal. D'ailleurs, il a trouvé refuge au Sénégal, il est malheureusement mort là-bas, on l'a enterré calmement au Sénégal. Il y a le président Hissène Habré qui se trouve là-bas. Malheureusement, Macky Sall est arrivé avec une autre vision, une autre manière de faire. Il estime que le Sénégal va cesser d'être désormais une terre d'accueil de ceux qui sont recherchés par la justice. Est-ce une façon, en tout cas, de caresser dans le sens du poil les partenaires internationaux? Plus ou moins. En tout cas, le journal du Tchad nous le faisait savoir aujourd'hui. Hissène Habré, les associations des victimes sont en colère. Journal du Tchad nous rappelait qu'elles appellent à une justice réelle en s'indignant du fait que les quatre principaux bourreaux sont aujourd'hui libérés. Terminons par le Cameroun avec le quotidien Mutation qui nous parlait de modernisation. Le RDPZ en panne, titrait déjà le journal. Le journal nous apprenait que 3 ans après son dernier congrès ordinaire, le parti peine à mettre en œuvre les résolutions de ce conclave. Alors, le parti est toujours en location. Il faut le dire que le parti a pris une brèche du palais des congrès de Yaoundé où il loue calmement. Le bureau politique est encore incomplet. Parti de 22 à 30 membres lors du dernier congrès ordinaire de ce parti. Ce parti a besoin de compléter son bureau politique avec 7 autres membres parce que le président Biya, qui est comme le président national de ce parti, devrait normalement nommer 10, il en a nommé 3. Il faut encore 7 dont le bureau politique n'est pas complet. On constate même qu'il y a certains membres qui se retrouvent soit en prison, soit sont décédés et qui n'ont jamais été remplacés au sein des instances de ce parti. Le renouvellement des organes de base fait pratiquement dans l'impasse, dont le parti est pratiquement en panne, d'après le quotidien Mutation, qui estime que malgré les 29 ans de sa célébration, c'était je crois hier, le RDPC qui naquit, je crois, un 24 mars 1985 à Bamenda, a fêté ses 29 ans hier, c'était dans l'heure des bilans. Malgré le fait, ça n'a pas empêché à ces militants. On a quand même vu à la télévision camerounaise, la télévision nationale camerounaise, des personnes, une course d'athlétisme. On a vu des personnes sur leurs chaises roulantes, on a vu des femmes, on a vu des hommes qui étaient en train de faire quand même un marathon. Est-ce là une façon de célébrer un anniversaire pour dire, en fait, on a également célébré cet anniversaire en appelant le ministre... le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui était également là. Vous savez qu'il est chargé des organes d'animation au sein de leur parti. Exactement. Qu'on appelle le RDPC. N'oubliez pas que c'est un très grand comédien. Si vous avez eu à lire quand même certaines pièces de théâtre où il jouait d'ailleurs le rôle de Mini Pam Pam, je vous rappelle très bien que c'est lui qui était le fameux Mini Pam Pam. Donc c'est un très grand comédien. Et il est d'ailleurs très à l'aise dans ce genre d'activité. Ça ne le gêne pas du tout. Alors, une célébration sur fond d'animation, sur fond de jouissance populaire, une célébration sous fond également de douleur. Parce que, rassurez-vous, ce parti vient de perdre quand même des membres très intéressants d'un parti. C'est un Charles Ateba qui décède. Et puis encore, tout récemment, Pius Auto, c'était quand même ceux qui portaient la voix du parti, de leur charisme et de leur manière de penser et d'y voir, posait quand même problème à un certain nombre de militants du RDPC. Malgré tout, ils sont restés dans ce parti. Mais alors, Steve Joslingos, ce qu'il faut retenir, c'est que le RDPC, malgré ses 29 ans, a encore du chemin à parcourir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le RDPC reste quand même un parti politique? C'est un parti politique à partir du moment où c'est le parti qui gère le pays depuis pratiquement 30 à 36 ans aujourd'hui. 29 ans déjà parce que le RDPC, mais avant, c'était d'abord l'UNC. N'oubliez pas que c'est l'UNC bis. Le RDPC, c'est l'UNC bis, c'est le prolongement
de l'UNC qui donne naissance au RDPC. Et comme le disaient en tout cas nos confrères de mutation par le modernisation, le RDPC est toujours en panne. Il n'y a pas de locaux pour ce parti politique. Pas du tout. Et pourtant, le parti a bel et bien un terrain. Et le terrain est titré, malheureusement. Il n'y a pas encore eu d'efforts mobilisés pour la construction de leur siège. Et je vous rappelle que ça, c'est d'ailleurs la meilleure. Le trésorier général de ce parti, lors d'un congrès extraordinaire de ce parti, avait dit que les caisses étaient vides et qu'il n'y avait que 75 000 francs. 75 000 francs CFA. Et rappelez-vous également qu'un ministre l'a également dit sur un plateau de télévision lorsqu'on lui a demandé de montrer sa carte de parti. Il a dit que la carte est à Paris. Elle était restée à Paris. La carte était restée à Paris. On sait également que si on va regarder, 98% des RDPistes n'ont pas de carte du parti. En tout cas, l'information était à lire dans les colonnes du quotidien camerounais Mutation dans sa parution de ce mardi 25 mars 2014. Modernisation, RDPC, le RDPC en panne, Mutation, le journal nous apprenait que 3 ans après le dernier congrès ordinaire, le parti peine à mettre en œuvre les résolutions de ce conclave. Terminons déjà pour donner cette information qui nous vient tout droit de l'Afrique du Sud. La grève depuis plus de 2 mois aujourd'hui des 3 premiers producteurs mondiaux de platine en Afrique du Sud a fait perdre près de 10 milliards de dollars, soit 667 millions d'euros, et menace désormais la viabilité des puits, a déploré déjà le patronat sud-africain. Il faut quand même rappeler que c'est quand même une histoire qui dure de fort longtemps. Les mineurs sont constamment en grève en Afrique du Sud. Les mines de diamants, les mines de platine. Constamment en grève, justement parce que c'est des gens qui sont exploités extrêmement et qui n'ont pratiquement pas de revenus. Ces géants des platines ne parviennent pas à redistribuer les revenus des mines dont ils sont d'ailleurs en train d'exploiter depuis fort longtemps. Et ça fait que la jeunesse qui s'y met tous les jours, qui travaille tous les jours, voit exactement des revenus, mais ne parvient pas à survivre. Et pourtant, depuis 2 mois, et la revendication, ce n'est que 100%. C'est-à-dire les gens ne demandent même pas assez. Ils demandent juste à ce que le salaire soit multiplié par 2. Ça pose un problème aux gens. Déjà, quand vous en parlez, on regarde. Aujourd'hui, il y a une perte de 10 milliards de dollars. Alors qu'on aurait pu redistribuer les 10 milliards de dollars sans pour autant les perdre parce que les mineurs sont en grève. En réalité, c'est ce qu'on voit également avec Areva au Niger, même si là-bas, ce n'est pas une grève. C'est un arrêt de travail parce que les accords ne sont pas encore arrivés. Areva pense déjà avoir perdu 0,68% de son chiffre d'affaires parce que c'est Areva qui veut traîner. Voilà justement ces géants de la platine également perdent énormément d'argent parce que quand le travail n'avance pas, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est clair. Et même si vous allez reconstituer la situation, ça ne va pas rester de même que vous avez perdu. Vous aurez toujours perdu. Donc, autant mieux trouver rapidement des solutions avant que les situations ne s'enlisent. Et quand nous savons également que le premier capital dans une entreprise, c'est bien sûr le capital humain. Ce sont des hommes. Et lorsque ces hommes ne peuvent plus travailler, ou alors s'ils décident d'arrêter le travail, justement, on va perdre énormément d'argent. Et tout est bloqué. Et justement, c'est pour cela que du côté de l'Afrique du Sud, eh bien, les 3 producteurs, les grands producteurs mondiaux de platine, ont déclaré aujourd'hui avoir perdu 10 milliards de dollars, soit 667 millions d'euros en 2 mois de grève des mineurs. Vous voyez donc que c'est des gens qui amassaient énormément d'argent et qui ne parvenaient pas à redistribuer tout au moins au tiers. C'est un problème. C'est un constat triste, non, mais ce sont des choses qui arrivent également. Et comme le disait Pierre Ronsard, l'avenir appartient à celui qui le mérite. Ça, c'est clair. Raoul Pépin Bena, je vous dis merci. On dorme la clé sur l'opération. Je vous dis également merci. On se retrouve demain à la même heure pour le même exercice, pourquoi pas le même job. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Kiosque Africain, édition de ce mardi 25 mars de l'an de grâce 2014. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la principale occupation, c'est l'amour. La seconde, c'est de médire. La troisième, de dire la justice. Nous avons choisi la première, l'amour, car la haine est un fardeau trop lourd à porter. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.